Dans la toute première vidéo de cette chaîne, on avait parlé des geishas, on a parlé de leur histoire, de leur origine et de ce qu'elles sont devenues. Et j'avais abordé un point que j'avais pas précisé, que j'avais pas développé. Le fait qu'il y avait des hommes geishas. Et c'était même eux qui étaient là en premier. Donc aujourd'hui, on va découvrir l'histoire fascinante des taikomochi. Même chose que pour les geishas, leur origine, leur histoire et ce qu'ils sont devenus. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. C'est parti! Le mot taikomochi traduit littéralement veut dire celui qui joue du tambour, parce qu'en fait ils étaient des ménestrels, des musiciens, mais pas que, ils jouaient vraiment un rôle très important dans la société japonaise. Les taikomochi ils trouvent vraiment leurs racines dans des traditions très anciennes du Japon médiéval. Dès le 8e siècle, des hommes jouaient le rôle d'artistes et de conseillers auprès des seigneurs et des nobles. Ils mêlaient l'humour, les récits, les chants et parfois la danse pour animer les réceptions et les banquets. À mesure que les siècles passent, le rôle évolue. Le Japon rentre dans l'une de ses périodes les plus stables. Au début de l'époque Edo, ces hommes artistes se détachent de leur fonction d'origine pour devenir des divertisseurs professionnels à part entière. Présents dans les grandes villes où les classes marchandes et aristocrates cherchent des formes raffinées de sociabilité. Ils étaient souvent présents dans les maisons de thé où leur rôle consistait à détendre l'atmosphère, encourager les conversations, faire rire, chanter ou raconter des histoires pour le plaisir des invités. Les taikomochi, c'était pas vraiment juste des amuseurs de foire ou des clowns. Leur travail exigeait vraiment une finesse sociale dans cet univers très codifié qui servait de lien entre les participants d'un banquet et créait une atmosphère conviviale et raffinée. Ils faisaient vraiment preuve d'une grande adaptabilité, capable de passer d'un discours spirituel ou humoristique à une performance musicale tout en respectant les attentes sociales de leur hôte. C'est qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, vers les années 1750, que les femmes commencent à entrer dans la profession d'artiste de divertissement dans les quartiers de plaisir. À l'origine, les geishas pouvaient être appelées Onna geisha, donc femme geisha, mais très vite, elles prennent le nom principal de geisha et deviennent majoritaires dans la profession. Et avec cette transition, les taikomochi, autrefois associés à l'origine même de la culture geisha, se retrouvent dans une position secondaire. Ils continuent à exercer leur art, mais le public et les mécènes commencent à privilégier les performances et la présence des geishas féminines, renommées pour leur grâce, leur élégance et leur maîtrise des arts comme la danse ou la musique du shamisen. Loin de disparaître complètement, les taikomochi prennent un rôle d'accompagnateurs, d'animateurs. Ils sont engagés dans les mêmes contextes que les geishas, mais dans un rôle d'appoint plutôt que dans un rôle de vedette. Mais surtout, là, on va voir leur âge d'or. Le moment de l'histoire où les taikomochi ont été le plus en avant. Et cette époque, c'est l'époque Edo. Le Japon, à ce moment-là, c'est un pays pacifié après des siècles et des siècles de conflits. Les grandes batailles appartiennent au passé. Les villes se développent, de nouvelles classes émergent, les marchands prospèrent, les artisans influents et les nobles locaux. Dans ce monde, la richesse se mesure pas seulement à la puissance militaire, mais aussi au raffinement social. Le divertissement devient un langage de prestige et c'est précisément dans cet espace que les taikomochi atteignent leur apogée. Ils sont plus simplement des amuseurs hérités d'une tradition ancienne, ils deviennent vraiment des professionnels recherchés par les banquets pour des réunions d'affaires déguisées en soirées artistiques. Un banquet de l'époque Edo, c'est pas un simple repas partagé, c'est un espace de représentation sociale où chaque geste possède un sens, chaque silence une fonction et chaque interaction a des conséquences. Et c'est là qu'intervient le taikomochi. Il est là pour réguler le climat social de façon un peu invisible. Il n'est pas là pour être au centre de l'attention, mais bien pour tout observer, chaque geste, chaque interaction, chaque discussion, de façon à pouvoir modeler l'atmosphère générale. Il peut raconter une histoire pour combler un silence gênant, il peut se mettre à jouer de la musique pour inviter les gens à s'ouvrir et à danser, il peut aussi faire une performance théâtrale. En fait, il est vraiment là pour animer, faire en sorte que personne ne s'ennuie, qu'il n'y ait pas de gêne, mais sans non plus prendre toute l'attention de la salle. Parce que dans une société comme le Japon, où tout est codifié, tout est précis, et où chaque interaction sociale est limite sacrée, le taikomochi a un rôle essentiel. Parce que tout simplement, il vient aider à ce que tout se passe bien entre les gens. Et surtout pendant l'époque Edo, où les centres urbains commencent à s'agrandir, et où le rôle des taikomochi prend vraiment en importance. Dans les grandes villes de l'époque Edo, la vie sociale se densifie, les occasions de rencontres formelles se multiplient,
Et surtout, le besoin d'intermédiaires culturels capables de gérer ces interactions augmente. La profession des taikomochi se stabilise, les quartiers de divertissement deviennent des espaces vraiment structurés où différentes formes d'art coexistent, même si un changement discret commence à se faire sentir. Dans les banquets, de nouveaux artistes, ou plutôt de nouvelles artistes, apparaissent. D'abord rares, puis remarqués, puis attendus. Là où les taikomochi règnent par la parole, la modulation sociale et l'humour maîtrisé, ces nouvelles artistes apportent autre chose. Une esthétique incarnée, une présence visuelle et chorégraphique qui transforme la perception même du divertissement. Et elle va redéfinir la place des taikomochi sans jamais vraiment les faire disparaître d'un seul coup. Au fil du XVIIIe siècle, la mentalité change, les banquets sont plus des lieux où on vient juste pour discuter et sociabiliser, ça devient vraiment un lieu de spectacle, un lieu de contemplation où on vient voir quelque chose. Et à ce moment-là, les performances artistiques deviennent vraiment primordiales par-dessus les performances sociétales. Cette transformation est très loin de rendre les taikomochi obsolètes, par contre elle les oblige à s'adapter, passer à un art plus corporel, plus visuel, plutôt qu'à un art sociétal comme c'était le cas jusqu'à présent. Et ça les oblige, entre guillemets, aussi à coexister avec les geishas. Et au début, cette coexistence est plutôt naturelle. Les taikomochi continuent d'animer les échanges et de réguler l'ambiance des banquets, mais progressivement, les attentes des mécènes et des clients évoluent. La présence féminine devient une composante centrale de l'expérience recherchée. L'élégance visuelle et la grâce chorégraphique prennent une importance croissante. Le taikomochi ne disparaît pas, mais il cesse d'être la figure principale autour de laquelle s'organisent les soirées. Ils deviennent accompagnateurs de l'atmosphère plutôt que pilotes de l'événement. Cette transition n'est pas brutale, elle se déploie sur des décennies. L'art des taikomochi a toujours été basé sur l'observation et l'adaptation. Donc, autrement dit, ils sont quand même préparés à une transformation même aussi drastique. C'est précisément ça leur art. Ils s'adaptent. Et l'adaptation qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils deviennent tout simplement des médiateurs, non plus entre les groupes sociaux ou les personnes au sein de la soirée, mais entre les représentations théâtrales et artistiques et le public. Ils introduisent les artistes, ils mettent en avant les passages des geishas. En fait, ils deviennent limite leurs agents, en quelque sorte. C'est pas un effacement, c'est plus une reconfiguration de leur système de vie et d'activité. Mais le Japon, qui évolue à une vitesse folle à ce moment-là de son histoire, ne peut pas rester ancré dans un passé et dans des populations qui ne refusent d'avancer avec lui. Donc les taikomochi sont obligés d'avancer, obligés de s'adapter. Donc oui, la présence des taikomochi devient beaucoup moins fréquente, beaucoup moins systématique. Ils sont plus contemplés comme un vestige du passé, comme une tradition, quelque chose qu'on respecte, que comme quelque chose qu'on a envie d'avoir absolument, ce qui était le cas avant. Ils deviennent une tradition maintenue. Face à cette évolution, certains taikomochi poursuivent leur activité avec une détermination remarquable. Leur art se concentre dans les cercles les plus restreints, souvent attachés à la préservation des formes culturelles anciennes. Leur présence devient symbolique, et avec le temps, leur nombre diminue quand même drastiquement. Dans certains contextes, leur art continue d'être pratiqué, transmis et adapté. Les taikomochi deviennent des porteurs d'un héritage qui n'est pas totalement dans le présent, mais qui refuse de rejoindre les temps passés. Donc en fait, c'est cette tension entre disparition et survivalisme, on va dire ça comme ça, qui donne vraiment une portée très symbolique à leur histoire. Leur nombre a grandement diminué. Par contre, ils sont toujours là, ils sont toujours visibles, même si très peu nombreux. Parce que leur héritage ne s'arrête pas à leur présence, c'est également toutes les interactions sociales qu'il y a au sein du Japon, même encore aujourd'hui. Parce que le Japon s'est fondé grâce à l'interaction sociale, et l'interaction sociale était dirigée par les taikomochi. Donc en fait, ils ont un héritage continu au sein de la société japonaise. La valeur accordée à l'harmonie collective, la sensibilité au code implicite de la communication, le respect des formes ritualisées de l'interaction, les taikomochi aujourd'hui sont la marque visible de l'histoire des interactions sociales du Japon. Leur existence rappelle que la modernité n'efface absolument pas les traditions, elle les reconfigure. À travers les taikomochi, une idée centrale émerge. L'art peut exister non seulement dans des œuvres, mais aussi dans de simples interactions. Donc en fait, les taikomochi ont beau être les ancêtres des geishas, leur rôle était quand même très différent et très unique.
Ils étaient vraiment là en tant que médiateurs, en tant que personnes qui régulaient une foule, régulaient une discussion, et surtout pouvaient avoir entre les mains des tensions politiques et sociétales énormes à gérer. Là où les geishas avaient plus un rôle de spectacle, de présence et de discussion, mais beaucoup plus légère. Donc en fait, les taikomochi ont vraiment fondé toute la communication du Japon d'Edo. Leur histoire reste vraiment fascinante et les quelques taikomochi qui existent encore aujourd'hui, je pense, ont vraiment sur leurs épaules un poids historique très très pesant. Et merci à eux d'être encore là parce que ça permet de faire vivre une tradition ancestrale du Japon. En tout cas, cette vidéo était assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires avec l'abonnement, le like et la cloche. Et moi, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.